Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adrien Leflanchec. À travers cet épisode hors série, il nous évoque son enfance et comment sa grand-mère lui a transmis sa passion pour l'automobile. Adrien lève aussi le voile sur son rêve de course automobile et les enjeux qui peuvent s'y cacher lorsque personne dans sa famille n'a poursuivi ce but auparavant. Il nous partage aussi certaines de ses anecdotes de conduite liées aux plus de 600 automobiles qu'il a pu essayer, avec de belles découvertes et de grandes déceptions qui lanceront sûrement le débat. Au-delà de ces histoires passionnantes, cet épisode l'est tout autant par le discours et la vision d'Adrien quant aux automobiles qui le passionnent et celles qui font l'automobile d'aujourd'hui. Il nous parle aussi de ses aventures automobiles avec ses potes d'Asphalte Héritage et bien d'autres à découvrir dans cet épisode qui dresse le parcours d'un passionné et d'un véritable geek de l'automobile. Ah oui, j'allais oublier, le mot signature d'Adrien est analogue. Il est possible que vous l'entendiez quelques fois durant cet épisode. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Adrien fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous les mettrai en story que j'épingle en haut, donc que vous pouvez retrouver peu importe le moment où vous écoutez cet épisode. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Adrien. Salut Yann. C'est un plaisir de te recevoir dans La Boîte à Gants. Enfin, c'est plutôt toi qui me reçois chez toi, pour être honnête. Y a pas de problème, ça me fait plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans. Je suis un gros passionné de tout ce qui est mobilité, principalement de voitures. Surtout ce qui est plutôt voitures anciennes, donc voitures des années 70, 80, 90, 2000. Mais j'aime vraiment tout en globalité. Donc j'aime aussi les vieilles motos, les vieux bateaux, les objets un peu l'art. Voilà, je suis un peu collectionneur de tous les objets vintage qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, je peux en attester parce que dans l'appartement dans lequel tu me reçois, il y a énormément d'objets. Donc on sent d'où vient cette passion pour les objets. Peut-être de l'automobile aussi d'ailleurs. Ouais, ça vient en partie de l'automobile. J'aime bien les objets qui sont dérivés des autos ou peu importe. Enfin, plein de choses. Ma grand-mère aime beaucoup l'art aussi, donc vu que c'est une des premières à m'avoir un peu fait apprécier l'automobile, peut-être que ça vient d'elle. Et donc justement, c'est quoi tes premiers souvenirs qui pourraient expliquer ta passion pour l'automobile et d'où elle est venue effectivement? Alors mon premier souvenir, c'est j'ai eu une petite voiture quand j'avais 3 ans. Mon parrain m'a offert une espèce de voiture à pédales qui était une F40 que j'ai gardée. Pas mal comme première voiture. Ouais. Ma première voiture était une F40, on peut dire ça. Non, mais je jouais avec tout le temps quand j'étais petit. Après, j'ai des petites miniatures, des majorettes ou des Hot Wheels. Je les poussais tout le temps dans les tapis. Donc, dès que j'étais invité chez des gens ou mes parents me traînaient avec eux, je cherchais des lignes des tapis pour pousser les voitures sur les petites lignes. Donc, ça vient de là. Et après, mes premiers souvenirs automobiles, c'était avec ma grand-mère. J'ai vraiment pas beaucoup de personnes dans ma famille qui aiment les autos. Ouais. Ma grand-mère, elle conduit très bien. Et elle a toujours eu des voitures assez sympas, assez sportives dans les années 80 ou 90. Et elle est quoi par exemple qui t'a marqué ? Elle a une Golf GTI 1 Oettinger. Ah oui. Une M5 E34, une A8 4 litres 2, enfin elle a des trucs assez sympas. Ouais. Et quand j'avais 6-7 ans, on avait une maison en Sologne. Et il y avait une Express Renault. C'est là où j'ai commencé à apprendre. Donc elle m'a mis sur ses genoux, j'ai commencé à faire le volant quand j'avais 6 ans. Puis petit à petit, j'ai appris à faire les vitesses tout seul, je calais, j'arrivais à utiliser la voiture. Puis après, c'est un petit peu plus loin, elle me laissait conduire sans les pédales pour aller jusqu'à acheter le pain, qui était à 5 km de la maison. Et voilà, jusqu'au moment où un jour, je me suis fait attraper, j'étais allé chercher le pain sans elle. Yes. À 9 ans. T'avais pris un peu trop d'autonomie. Voilà, c'est ça. Donc à la boulangerie, ils ont vu vite fait que j'étais arrivé avec une voiture et que la personne était assez petite en sortant de la voiture. Quelle était la limite de voir déjà voilà, ce qui sur la route? J'avais un gros bout de bois sur le fauteuil pour pouvoir voir la route et des chaussures avec des cales pour pouvoir atteindre les pédales, mais c'était marrant. Et t'avais réussi à pas avoir d'accident? Non, il y avait 4 kilomètres, c'était que des routes droites. Quand même. Ouais. C'est déjà solide. Ouais, c'était sympa. J'ai toujours aimé essayer plein de voitures différentes. Donc dès qu'il y avait des gens qui venaient aussi à la campagne, je leur demandais souvent si je pouvais essayer leur voiture, même sur leurs genoux, ou même juste autour du petit pâté. Il y avait pas mal de terrain, donc je voulais prendre les petits chemins avec. Donc tous les 4x4 qui passaient, les trucs de chasse ou autres, je voulais toujours tout essayer. C'était curieux de tout, quoi. Ouais, j'ai toujours été curieux en fait de la manière dont les objets qui ont une mobilité s'expérimentent.
Moi, c'est quelque chose qui me Les plaît objets beaucoup. vivants, quoi. Ouais, les objets vivants, exactement. Donc, pareil pour les motos ou les bateaux, j'ai envie de sentir les différences des objets selon leur design, selon le moteur qu'ils ont, selon leur conception. C'est ça qui me plaît beaucoup, en fait. Et donc, en grandissant, tu gardes cet amour pour ces objets vivants, ou est-ce que l'adolescence, tu perds un peu cette chose-là? Alors, ouais, j'ai gardé cet amour pour ces choses-là. J'ai été assez frustré quand je suis arrivé vers mes 13-14 ans parce que moi, je voulais faire du sport automobile. Okay. Moi, j'ai une famille mon père est passionné de rugby. Donc j'ai joué pas mal au rugby, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime toujours le rugby et ce sport, qui est un sport super, qui m'a appris beaucoup de valeurs aussi en termes valeur humaine. Ouais. Valeur humaine, d'être avec des gens. Mais moi, mon truc, c'était le sport auto. Je voulais faire du karting, je voulais faire de la formule. C'était pas possible, donc j'ai eu une petite période de frustration. Pourquoi c'était pas possible, juste parce que c'était des gros budgets, ouais. C'était compliqué, et puis c'était pas... dans ma famille, il y avait personne qui aimait ça, donc quand t'as 14-15 ans, tu peux pas te déplacer tout seul. Ouais, ils comprenaient pas forcément ton rêve. Ils comprenaient pas forcément mon rêve, donc ça s'est pas fait. Et j'ai fait beaucoup de skateboard. Ok. Donc parce que là, toujours dans la mobilité. Toujours dans la mobilité, exactement. J'ai fait 5-6 ans de skate. Yes. Donc j'étais sponsorisé par un petit shop à Paris, avec lequel j'avais des planches, etc. Donc c'est une belle période de ma vie aussi où je me suis bien amusé. Et après c'est revenu plus tard, c'est revenu quand j'avais 17-18 ans. Là j'ai pu réexpérimenter des choses, j'ai eu ma première voiture, qui était une ancienne voiture de ma grand-mère. C'était quoi comme voiture? Une classe A 190. Yes. La première génération? Boîte auto, première génération. Ok. Finition élégante. Grise, parce que c'était toute grise. Donc pas sportive, mais une voiture sympa. Pas sportive, mais une voiture sympa. Ça faisait 125 chevaux, je crois, quand même. Un petit 4 cylindres. Boîte auto. Mais elle marchait très bien, elle consommait énormément d'essence. Voilà. Boîte auto oblige. Ouais, boîte auto oblige, mais elle était parfaite. Et je crois que c'était une des plus petites voitures au monde à avoir 4 portes et 5 places. Ça faisait 3,69 m, un truc dans le genre. Je te fais confiance dans ça. C'était, moi, pour le pied détail geek. Et je l'ai revendue assez rapidement, mais elle m'a bien plu au début, je me suis fait un peu mes armes dessus. Et c'est avec ça que j'ai pu commencer à faire du karting. Donc j'ai acheté un kart, sans le dire à personne dans ma famille. Donc là t'avais le bac. Là j'avais le bac. Et donc tes parents t'ont plus ou moins dit, bon maintenant tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Ouais, maintenant je peux faire un peu ce que je veux, j'avais ma voiture, j'ai mon petit appartement, et puis là, voilà, dès que j'ai eu un petit peu de sous de côté, j'ai acheté un karting, et j'allais rouler le week-end sans le dire à personne dans ma famille. Donc je payais mes pneus, je me débrouillais. C'est déjà un budget. Ouais, c'était déjà un budget. Mais alors je roulais en amateur pour m'amuser. Ouais. Et mais c'était déjà un petit budget, donc je faisais avec ce que je pouvais, mais j'avais des gens avec qui je roulais qui un petit peu plus d'argent, qui en général me donnaient leurs anciens pneus, parce que eux, c'était des gens qui faisaient des tests pour des réglages avec des pneus qualif, donc ils utilisent les pneus pendant 20 tours, sauf que les pneus, en les tournant plusieurs fois, on peut faire 80 tours, donc moi je les récupérais, je faisais 50 tours avec. Tu faisais du recyclage, quoi. Je faisais du recyclage, voilà. Donc, et t'as fait un peu de compétition, ou tu faisais ça juste vraiment? J'ai fait de la compétition plus tard. Ok. Je suis parti vivre en Asie entre mes 20 et 25 ans. Attends, juste pour bien expliquer cette transition, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu commences au début à faire du karting dans ton coin, ouais, un peu en cachette, comme tu disais. Voilà. Tu te fais repérer par quelqu'un? Non, pas du tout. J'avais pas assez d'argent pour faire de la compète quoi qu'il arrive. Okay. Donc j'en faisais juste pour m'amuser, pour apprendre. J'aimais beaucoup rouler sous la pluie, parce que je pense que sous la pluie tu utilisais moins les pneus, et en plus de ça c'était plus technique, donc moi ça m'amusait plus de faire des trucs un peu plus techniques. Et je me suis toujours dit que si j'arrivais à rouler plus vite sous la pluie, sur le sec ça serait plus simple. Donc apprendre dans le dur, quoi. Ouais, exactement. Donc moi j'allais rouler, il faisait 5 degrés, une combinaison de pluie, je roulais toute la journée jusqu'à avoir les doigts bleus. Enfin, moi j'adore. La souffrance à la dure. Ouais, la souffrance à la dure, mais ça forge, donc c'est sympa. Et donc après un peu plus tard, j'ai un peu arrêté pendant un an. Je suis parti vivre en Asie, donc quand j'avais 20 ans. Ok. Et là, je suis allé chez un ami de mon père qui lui était un ancien pilote. Il avait des kartings. Ancien pilote de quoi? On a un ancien pilote de course auto. Il avait fait de la Carrera Cup, de la Formule Renault. Ok. Et lui, il avait aussi 2 kartings. Il m'en a filé un. Et là, à partir de là, j'allais tous les week-ends à la piste de kart de Shanghai. Je me suis fait beaucoup d'amis là-dedans, tous les amis, tous les expatriés de Shanghai qui vivaient. On était tous amis, on faisait du kart tous ensemble. Et là, j'ai commencé à faire de la compétition à un plus haut niveau, on va dire. Et je faisais du kart à boîte, ce qu'on appelle du KZ. Qu'est-ce que t'appelles là, je connais pas du tout. Alors, un kart à boîte, c'est un kart avec 45-48 chevaux à peu près. D'accord. Freinage sur les 4 roues, alors que les karts normaux, on freinage que sur les roues arrière. Et c'est à peu près ce qu'il y a de plus proche de la monoplace. Donc, il y a une boîte 6 séquentielle. Ok. C'est très physique. Donc ça marche quand même. Ça marche très fort. Ouais, 0 à 100, c'est même pas 3 secondes. Ça calme. Ça pousse, quoi. Ouais, ça pousse. Et là, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait un petit peu de Formule Renault. J'ai fait 2-3 tests en Carrera Cup. Donc là, j'ai essayé d'expérimenter un peu tout ce que je pouvais. En Chine, c'est très complexe d'avoir une voiture. Donc moi, j'avais pas de voiture.
Parce qu'il y a une histoire aussi d'attribution de plaques, etc. Exactement. Donc l'attribution de plaques, par exemple à Shanghai, c'est entre 20 et 30 000 euros la plaque d'immatriculation, et les voitures coûtent 100% du prix de France. Ouais. Donc vous voulez une Golf GTI à 35 000 euros en France, c'est 75 000 en Chine. Une RS6 c'est 300 000 euros. Pour inciter à avoir moins de voitures. Pour inciter à avoir moins de voitures. En fait. Ce qui est assez logique. Hein. Ils veulent désengglutiner la ville, donc ils ont fait ce système-là. Les Chinois de toute façon ils payent parce que ils gagnent beaucoup d'argent en ce moment, et de toute manière ils veulent une voiture. Certains veulent absolument une voiture, donc ça les dérange pas. Pour eux c'est aussi une manière d'asseoir un certain statut social. Exactement. C'est ça, c'est une manière d'asseoir un statut social. Et donc là-bas, j'ai un peu quitté les voitures de route. J'ai un peu lâché, j'étais vraiment en sport auto. Et après, je suis rentré en France, donc il y a à peu près 4 ans. Et là, j'avais un petit peu plus de budget, et tout s'est un peu ouvert à moi. Tout était plus facile, je pouvais un peu plus stocker, j'étais un peu plus mature. Donc je me suis dit que je pouvais entreprendre des projets un peu de restauration, des projets un petit peu différents. Et donc là, j'ai essayé d'expérimenter toutes les voitures dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune, quoi. Si tu veux, on va y revenir juste après. Juste pour finir sur la course auto, ouais. Est-ce que, donc tu parlais effectivement de cette expérience à Shanghai, est-ce qu'il y a un moment où t'as cru qu'il y aurait peut-être une ouverture vers un pilote pro, ou pas du tout, jamais? Non, pas du tout. J'étais beaucoup trop vieux déjà. Enfin, j'étais entre 20 et 25 ans. Je le faisais pour moi-même, je le faisais pour apprendre à conduire parce que c'était ma passion. C'est très compliqué maintenant de percer dans le sport automobile. Il faut beaucoup d'argent très tôt. Il faut des budgets pour faire du karting, pour percer par exemple dans les catégories des gens qui ont 12-14 ans, il faut au minimum 150-200 000 euros par an pour pouvoir faire toutes les catégories mondiales. Et après tout ce qui est formule, on passe dans les 600-700 000 euros par an, c'est monstrueux, c'est des budgets. Il y a très peu de personnes maintenant qui sont des talents purs qui percent dans le sport automobile. La seule chose dont les talents purs arrivent encore à faire, c'est du karting, plus sur des niveaux régionaux ou des niveaux nationaux. Dès qu'on passe sur les niveaux internationaux, là c'est plus possible parce que vous avez des enfants qui ont 30-40 000 euros de budget rien que pour les moteurs, pour une course. Vraiment, pour nos auditeurs qui sont pas forcément tout au fait effectivement de ce monde, effectivement le talent ne suffit pas, il faut aussi beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ça va être aussi, en tout cas, une partie du thème de l'épisode que je vais tourner avec Pierre Sancinena, que tu connais, je crois. Bien sûr. Et il expliquera justement un peu tout ça parce qu'il l'a vécu lui assez longuement de l'intérieur. Et aller en Formule 1, par exemple, concrètement, on parle de millions d'euros. C'est-à-dire, se retrouver un jour en Formule 1, c'est vraiment des millions d'euros. Le coût pour envoyer un pilote en Formule 1 à l'heure actuelle, c'est entre 8 et 10 millions d'euros. Voilà. Donc, à partir de ses 8-10 ans jusqu'à ses 21-22 ans. Donc, c'est très compliqué. Les seuls qui arrivent à peu près à le faire, c'est Red Bull. Parce qu'en fait, ils ont un junior programme. Donc, ils arrivent à aider les gens. Et, il y en a certains aussi qui se débrouillent bien. Quand on est né avec une piste de karting ou autre, on a un talent pur, donc on peut être aidé ou sponsorisé beaucoup plus facilement, mais ça devient très très rare. Et même dans les catégories qui sont avec des gens qui sont plus seniors, comme par exemple au Mans, où à l'époque on avait des gens qui étaient des pilotes un peu retraités de 35-40 ans, qui arrivaient encore à trouver des baquets. Maintenant, il y a trop de compétition. Il y a des gentlemen drivers qui arrivent à 45-50 ans et qui vous disent, bah moi je veux faire le Mans, je paye 100 000 euros, et donc ils font le Mans, quoi. Donc c'est devenu très compliqué pour des gens qui ont un certain talent et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je dis pas que j'avais ce talent-là, hein, pas du tout, mais... Non, mais je pense que c'est important de le dire, effectivement, parce qu'il y a très peu d'exemples, peut-être, au plus haut niveau, Esteban Ocon, même si je connais pas dans le détail son histoire. Esteban et Pierre Gasly. Pierre Gasly, forcément, parce que on parlait de Red Bull tout à l'heure, ils sont exactement dans ce cas-là. Mais il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu, ça devient très rare. Ouais. Ils sont encore plus exceptionnels. Donc pour revenir, effectivement, donc tu rentres à Paris. Ouais. Et là, tu commences à te faire plaisir à acheter des caisses. Là, je me fais plaisir. Je commence à acheter 2-3 voitures. J'avais une personne que j'ai rencontrée à Shanghai, en fait, à la piste de karting, qui est un très bon ami, un de mes meilleurs amis. Dont je suis parrain de sa fille, qui s'appelle Arnaud. Salut. Je lui fais une petite dédicace. Qui est une personne que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup et qui est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans ma vie avec qui je pouvais parler de voitures jusqu'à très très tard. Donc en fait, on s'est rencontrés à Shanghai, j'avais 21 ans, lui il avait 32-33. Et j'avais pas vraiment beaucoup d'amis avant qui aimaient les voitures ou les voitures anciennes. Et c'est une des premières fois où j'ai pu parler avec des gens, avec quelqu'un de moteur, de châssis, d'expérience, d'histoire. Une personne qui me racontait des histoires quand il avait 18-19 ans, il avait une 106 XSI. Puis il a fait tout et n'importe quoi avec, 70 000 km en un an. Et moi, c'était très nouveau pour moi. J'avais pas beaucoup d'amis qui étaient dans l'automobile depuis que j'étais jeune. Et c'est une personne qui m'a beaucoup apporté et que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Ça aussi, il y a des rencontres qui nous font évoluer et qui font passer votre passion d'un niveau à un niveau plus élevé ou à un niveau plus geek. Et moi, c'est en partie Arnaud qui m'a fait passer vers des voitures qui étaient beaucoup plus geek, beaucoup plus différentes. Ouais, plus original, peut-être. Plus original. Plus méconnu, peut-être aussi. Ouais, plus méconnu. Pareil, voilà.
Et ça, c'est important de le dire, t'as raison, c'est que l'automobile, ça te permet aussi de faire des rencontres. La preuve aujourd'hui, tu vois. Ouais, la preuve aujourd'hui. On se rencontrerait pas s'il n'y a pas ce podcast sur l'automobile, puisque c'est l'automobile qui est au centre de tout. Exactement. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, donc je suis rentré à Paris, j'ai commencé à acheter 2-3 voitures, et puis j'ai rencontré les gens de Asphalt Heritage, qui sont devenus certains de mes meilleurs amis que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu peux parler un peu justement Alors, Asphalt Heritage, c'est un petit groupe qui a été créé par 4 personnes. Et c'est des passionnés automobiles qui sont tous des architectes de Camando et ils vivent l'automobile. Donc ils ont des voitures qui sont certains trucs qui sont exceptionnels, d'autres choses qui sont des trucs beaucoup plus communs. Mais quoi qu'il arrive, la voiture elle est faite pour être utilisée. On l'utilise, on fait un road trip, on fait des belles photos, on partage. Et ça c'est quelque chose qui m'a plu direct. On a super accroché, on a des âges assez similaires, voilà, fin de vingtaine, début de trentaine. Et c'est très éclectique, mais justement, est-ce que tu peux parler un peu de ce qui est entre guillemets plus commun et ce qui est plus exceptionnel, parce que c'est vraiment un grand écart quand même. Ouais, alors dans le groupe, par exemple, Amaury, le photographe du groupe, qui est un meilleur copain, il a une Mazda MX-5 qui a 280 000 km, qui a eu 14 propriétaires. Un jour, on a découvert ça en faisant un Istovec, mais la voiture, elle marche du tonnerre, on l'a toujours utilisée. Puis de l'autre côté, il y a d'autres personnes dans le groupe dont le père a acheté une T16 neuve, 205 T16 neuve, une M1. Et qui était utilisé pour aller au ski ou pour aller à la fac. Donc ça, moi je trouve ça exceptionnel. Maintenant c'est des voitures qui sont tankées et qu'on voit plus beaucoup, les gens les sortent plus. Eux ils continuent de l'utiliser de manière normale. Mais ouais, super caisse, puis moteur à l'arrière déjà, donc moteur à l'arrière, ouais. C'est incroyable. Mais c'est des pièces qui sont exceptionnelles et qui pendant pas mal de temps étaient dans l'oubli. Maintenant c'est des voitures d'homologation, donc les gens sont un peu avec Instagram, il y a eu une nouvelle naissance de ces voitures héros qui sont sorties, des voitures de rallye, des trucs particuliers. Moi, c'est la catégorie de les voitures que je préfère, c'est les voitures d'homologation. Parce que c'était des voitures qui étaient vraiment fabriquées pour un but, quoi. Quand Lancia, ils lancent leur 037 ou la Delta S4, c'est pour écraser tout le monde. Et pareil, Audi, la Quattro, dans les groupes B des années 80, moi je trouve que c'est des voitures exceptionnelles. Ils se permettaient toutes les folies, en fait. Ils se permettaient toutes les folies, et puis c'était une époque où le rallye, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Dans le groupe B, il fallait écraser la concurrence, donc fallait avoir les meilleurs pilotes. C'est un peu le golden age du rallye, le groupe B, même si les années d'après ont été aussi assez exceptionnelles avec les limitations de puissance dans les années 90. Et moi j'adore ces périodes-là, j'adore les choses qui sont fabriquées pour une utilisation. Dans les montres c'est pareil, j'étais un podcast avec Greg. Et Greg Blumenfeld, donc qui démontre, un épisode qui sortira sûrement avant d'ailleurs le tien. Peut-être. Et du coup les montres pour moi c'est la même manière, c'est des objets mécaniques qui à l'époque c'était des apps comme sur son téléphone. Quand un médecin il a un chronographe, c'est pour calculer les pouls d'un patient, ou une montre qui va sous l'eau, c'était pour les plongeurs de la Comex, les montres Rolex ou autres. Il y avait vraiment un but, et ces voitures-là elles étaient faites pour un but. Et en plus c'est de la course automobile, dont moi un truc qui m'est très cher, qui me touche beaucoup. Donc. Et c'est vrai qu'il y a un retour de cette tendance. On parle beaucoup de groupe B en ce moment. Après, il y a des gens qui l'ont entre guillemets repopularisé. Je pense à Villebrequin qui a fait pas mal de vidéos autour du groupe B. Dans un sens, je trouve ça très bien parce que ça permet, en tout cas au plus grand nombre, de comprendre un petit peu. Ça permet au plus grand nombre de comprendre. Ça permet de le vulgariser un petit peu. Et puis c'était des choses qui étaient dans l'oubli. Donc maintenant, on en reparle un petit peu comme des gloires du passé. Aussi parce que j'ai l'impression que la production actuelle des automobiles, en quelque sorte, ça va un peu nulle part, quoi. Fabriquer des hypercars de partout, des éditions limitées à 24 de Lamborghini, de McLaren, etc. Ça ne plaît qu'aux ultra riches, juste pour se démarquer. Et en fait, ça touche plus la plus grosse partie de la population, des gens comme nous. Donc on s'identifie peut-être plus en fait. Tout simplement. On s'identifie plus. Donc voilà, on voit une voiture comme ça, c'est même pas utilisable sur route. Pour avoir fait de la conduite à un bon niveau, sur une petite route avec une des dernières Golf 7 diesel avec une boîte DSG, j'irais plus vite qu'un mec avec une McLaren. Non mais c'est inroulable. Et c'est sur une petite route, je parle sur une petite route, pas sur un truc un peu avec de la ligne droite, mais ouais. C'est inroulable. Et les châssis des petites voitures modernes traction sont maintenant devenus d'un niveau tellement exceptionnel que ça sert plus à rien, quoi. Donc j'y vois aucun intérêt. Et puis après, si vous allez sur piste, autant avoir une voiture de piste. Les gens qui achètent des McLaren à 250 000 euros, je leur dis, achetez une 997 Cup pour 80 000 euros. Vous prenez un mécano et vous prenez des slicks et vous allez sur piste. Vous avez la différence de 250 000 moins 80 000 pour vous amuser. Donc, c'est clair. Et la voiture, elle est faite pour ça. Vous pouvez freiner pendant 10 heures dessus, elle peut faire les 24 heures de Spa ou du Nürburgring. Elle va pas être abîmée. Le moteur, évidemment, il faudra le réviser, mais il est fait pour prendre de l'abus. Les trucs qu'ils font sur route, maintenant, ça sert à rien, quoi.
Donc on a déjà un petit aperçu de ta vision de l'automobile, mais on en reviendra peut-être par la suite. C'est quoi les premières voitures que t'achètes du coup en rentrant à Paris? Alors, la première voiture que j'achète en rentrant à Paris, j'avais déjà une E30 325i Touring. Wow, pas mal. Que j'ai toujours, que j'ai envoyé à Los Angeles, chez mon ami Arnaud. Ok. Mais d'ailleurs, il n'y avait jamais eu de Touring aux États-Unis, c'est aussi pour ça que je l'ai envoyé là-bas, parce que ça me faisait marrer de rouler avec une voiture qui n'a jamais existé aux États-Unis. Donc elle t'attend aux États-Unis. Elle m'attend là-bas, exactement. C'est génial. J'avais une MX-5, une NA, que je trouve être une des voitures les plus pures qui existent, les plus simples. J'avais une 92, 115 chevaux. Il n'y a pas vraiment besoin de plus pour s'amuser. C'est clair. Franchement, super légère. Pour le budget, etc., je trouve ça exceptionnel. Et pour tous les gens qui ont jamais conduit de Mazda, enfin de petites voitures de ces années 90, je conseille vraiment de commencer par une NA ou une NB. Ce sont des voitures qui sont pas très chères, très abordables et qui gardent bien la cote. Besoin de zéro entretien. C'est à part 2-3 petites bêtises à faire en préventif, vous pouvez absolument faire n'importe quoi avec, ça cassera jamais. Je confirme parce que c'est une des dernières voitures que j'ai un peu malmenée dans les Monts d'Or à Lyon. Ouais. Si tu vois un peu les je vois ça. Ouais. J'avais loué comme ça la journée, tu vois, une petite MX-5, mais c'était pas la NA, c'était la NC, je crois. Mais à l'époque, c'était la version 160. 160, tu vois, c'est la NC, ouais. C'est sympa, hein. Ah, c'est super sympa. Et puis, frein à main manuel. Ça, c'est incroyable. Des épingles, bam, petit frein à main. C'était bien rigolo. Il y a pas vraiment besoin de plus pour s'amuser, moi, je pense, donc, voilà. Est-ce que c'est ce qu'en partie, je pense, une partie des fans de voitures modernes n'ont pas forcément encore compris. Il y a beaucoup de fans, enfin, c'est ma vision, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des Golf R, des RS3, etc. C'est plutôt pour du statut, plutôt que pour s'amuser. Donc, je respecte vachement ces voitures-là, parce que j'aime bien aussi, pour pouvoir se déplacer très vite et être très efficace sous la pluie haute, c'est exceptionnel. Mais je pense que pour s'amuser sur des routes ouvertes, avec tous les radars, toutes les réglementations qu'il y a maintenant, ça sert plus à rien, donc. Ouais, et puis il y a trop enfin moi je considère même que c'est presque des TGV, tu vois, il y a plus ce contact vraiment avec la route. À partir du moment où ils ont commencé à faire des brake-by-wire, donc les freins qui étaient purs et plus des freins hydrauliques, donc et des directions électriques sans colonne de direction ou autre, il y a eu quelque chose qui s'est perdu. C'est devenu très difficile. Les seules voitures qui ont un petit peu de fil dans la direction, pour moi maintenant, c'est les Porsche, ils sont très bons, mais c'est parce qu'ils ont un super département GT. Et quand, par exemple, le créateur des GT Porsche, Andreas Preuninger, qui est le chef du département GT. Une vidéo incroyable avec Chris Harris d'ailleurs. Avec Chris Harris, ouais. Avec toute la GT qui est sublime. Ouais. Et, de Top Gear. Exactement. Et, quand lui, il a décidé de passer sur une direction électrique, il a développé à un point que, alors, après, le système a été décliné sur toutes les Porsche. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai l'impression que pour moi, les Porsche ont la meilleure direction électrique qu'ils puissent avoir. J'ai conduit dernièrement, pendant quelques temps, l'Alpine, qui est une voiture que je trouve exceptionnelle. Et je trouve juste qu'elle pêche un petit peu par sa direction qui est un petit peu floue. Après, bon, j'ai jamais vu les réglages de train avant, je pense qu'ils peuvent être réglés, etc. Et ça peut rapporter un petit peu plus. Mais voilà, c'est là où on a perdu un petit peu de tactilité dans les commandes. Et pareil, les accélérateurs à câble ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont c'est très tactile. Donc là, vous voyez, je pense qu'on pourrait parler de technique pendant un petit moment. Bon, moi, je serais largué assez rapidement. mais toi, tu pourrais en parler pendant longtemps. Pour en revenir à tes voitures, tu parlais de la 325i. Alors, j'ai eu la 325i Touring, que j'ai gardée. J'ai eu la NA. J'ai acheté une petite Austin, une Mini. En 1275, que j'ai ensuite fait préparer avec une boîte courte, un moteur en haute compression pour m'amuser. Il y avait un autobloc. Je roulais avec à Paris quasiment tous les jours. J'aime beaucoup cette voiture. Et ensuite, là, après, je suis parti dans des trucs beaucoup plus geeks. Donc, parce que est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais un retour vers, justement, un petit clin d'œil asiatique? Tu sais à quoi je pense, Ouais. Est-ce que c'est plus tard? C'est un petit peu plus tard. Ce moment-là, c'est une NSX dont tu parles. Ouais, tout à fait. La NSX, j'en ai toujours rêvé. L'histoire, c'est que quand j'avais 7 ans, mon parrain m'a offert pour Noël, pour mon anniversaire, qui est Noël, qui est quasiment au même moment, une PlayStation 1 avec Gran Turismo. Ouais. Et je le dis dans la vidéo POA. Ouais, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que c'est comme ça aussi que je t'ai contacté. La vidéo est incroyable parce qu'on sent que tu l'aimes cette voiture et que tu la connais extrêmement bien. Et tu roules cette voiture au quotidien, en fait. Je la roule pas au quotidien, mais je la roule 3-4 fois par semaine, ouais. C'est déjà pas mal, j'utilise pas mal. Mais je fais tout avec. Si je vais à la campagne et qu'il pleut, qu'il y a de la boue sur les petits chemins, ça me dérange pas. Si il faut aller au ski avec, j'y vais. S'il faut aller à la plage, enfin, j'y vais. Il y a vraiment pas de problème. Ouais. C'est une voiture, comme je le disais au début, c'est fait pour être utilisé, donc ça s'utilise comme ça. En plus, c'est une Honda, donc c'est plutôt fiable, on va dire. C'est une vieille voiture, donc il y a 2-3 trucs à faire quand même, mais c'est quand même assez costaud. Et on en était où, je me rappelle plus. Non, c'était juste comprendre un peu le cheminement que t'avais eu sur tes autos. Et alors,
Du coup, on revient à Gran Turismo. Ouais, exactement. Non, ce que je disais aussi dans la vidéo POA, c'est que quand j'étais petit, je me baladais et je repérais toutes les voitures dans la rue. Je voulais tout le temps citer le nom. Ça, c'est une Opel, ça, c'est une Renault. On est tous des malades avec ça. On est tous des malades avec ça, quoi. Et puis un jour, quand j'ai eu Gran Turismo, il y a eu une explosion dans mon cerveau. Je vois 100 bagnoles et j'en connais 5. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Et c'est là où il y a eu un petit truc qui s'est fait. Nous, les gens des années un peu 90, on va être très fans de Youngtimer. C'est les voitures qu'on a vues dans notre enfance, avec lesquelles on a vu grandir. T'as un côté Madeleine de Proust, quoi. T'as un côté Madeleine de Proust. Et moi, tout ce qui est Youngtimer, années 90, c'est vraiment un cam. Je trouve que c'est encore le moment où les voitures sont très analogues, très fiables. Elles peuvent encore être réparées par n'importe quel mécanique, par n'importe quel mécano. Les boulons, ils sont d'origine. C'est pas les voitures des années fin 2000 où on commence à avoir des têtes de boulons propres à chaque marque et on peut plus rien faire. Et on peut encore trouver plein de pièces parce que c'est des voitures qui ont été faites avec des gros volumes. Pas comme des voitures des années 70, 80 où certaines pièces deviennent très rares. Et c'est ça qui m'attire vers ces voitures-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette voiture. J'en rêvais depuis très longtemps. J'adore les voitures à moteur central. La NSX est très particulière là-dessus. C'est les premières voitures au monde en alu. Première voiture au monde avec des triangles de suspension en aluminium. Toute la carrosserie en aluminium. Investissez avec des bielles en titane. Je voulais quelque chose de geek. Et j'aime pas les choses que tout le monde a, les choses mainstream. Puis c'est une voiture qui avait des ambitions énormes. Ils avaient des ambitions énormes. Quand ils la sortent, ils voulaient écraser un peu ce que faisait Ferrari. C'est le moment où le Japon commence à dominer un peu le monde en termes de technologie. Que ça soit des baladeurs Sony qui apparaissent partout dans les poches de tous les adolescents, ou ça soit des chaînes hi-fi, ou ça soit des technologies ou autres. Ils étaient vraiment à la pointe de tout. Et dans les voitures aussi. Et l'industrie japonaise, c'est le golden era pour moi. C'est le moment où l'âge d'or de la voiture japonaise. Ces années-là, pour moi, ils ont un peu tué le game, si on veut. Clairement. Donc, il y a beaucoup de trucs européens que j'adore aussi dans ces années-là. Hein. Faut pas croire que je suis vraiment full japonais et axé là-dessus. Juste une grosse passion pour Honda, parce que j'adore les motos aussi, et dans les motos vintage, pour moi, c'est les meilleurs, ou dans les motos des années 90. Et j'adore la philosophie des produits japonais. C'est quand une entreprise fabrique un produit au Japon, elle le fabrique pour durer et pour honorer ses clients. C'est-à-dire qu'un japonais, il travaille pour son entreprise, pour la fierté de son entreprise, et l'entreprise japonaise travaille pour la fierté du pays. Donc, on laisse pas quelqu'un tomber en rade avec un objet. Ouais, c'est comme si ça déshonorait, en fait. C'est comme si ça déshonorait la marque et le pays. Donc, c'est pour ça que ça vient pas à l'esprit. Et quand je compare des voitures japonaises et des voitures européennes, pour moi, une voiture européenne ou une voiture allemande, en particulier, vous dépensez de l'argent, vous voyez où vous dépensez de l'argent. Surtout, par exemple, dans une Audi. Tout est bien fini à l'intérieur, etc. Mais après, dans ce qui est finition de pièces ou fourniture de pièces et de qualité, là, ça pêche. Et c'est là où les Japonais, ils sont bons. C'est que l'argent, quand vous achetez une voiture japonaise, vous voyez pas vraiment où vous le dépensez. Parce qu'il y a des petits plastiques, des finitions qui sont pas forcément parfaites à certains endroits, etc. Par contre, les pièces mécaniques sont absolument parfaites. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de fuite d'huile. Il n'y a pas de problème. Dans la revue Asphalt Héritage qu'on a fait, on avait parlé avec un contrôleur automobile et il nous disait que une Toyota et une Honda étaient faites d'une certaine manière à ce qu'il y a rarement de défaut. Quand vous voyez dessous, il y a pas de boulon qui corrode, qui est rouillé, qui est abîmé ou autre, qui sont des boulons qu'on doit démonter. C'est aussi pour ça qu'elles ont la réputation d'être des voitures d'ingénieurs. Exactement. Elles sont vraiment pensées du début à la fin, quoi. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu ingénieur ou ingénierie poussée, et c'est pour ça que aussi j'ai de l'attrait pour ces produits, donc. Alors que pour remettre en perspective, à l'époque, Ferrari, niveau finition, c'était pas la même chose, quand même. Non, c'était pas la même chose. Après, c'était une époque où ils étaient un peu nulle part, c'était dans les années fin 80, début 90, elle décède de Ferrari Enzo. Ouais. La marque était un petit peu nulle part, la 348, la voiture de l'époque, la berline de l'époque était un peu mal finie, mauvaise performance. Il y a Luca Di Montezemolo qui arrive après, il lance la 355, qui est un énorme step-up pour Ferrari. Et là, on a une voiture qui est vraiment aboutie, qui est une voiture sublime que j'adore, et dont beaucoup de personnes rêvent, que j'aime beaucoup aussi. Peut-être une des seules Ferrari que je pourrais avoir. Tu pourrais avoir. Ouais. Donc, tu penses qu'elle t'en voudrait pas trop, ta NSX? Non, je pense pas. Et donc, ouais, là, on pourra encore une fois reprendre ce cheminement, parce que t'en as eu beaucoup des voitures, je crois que t'en as encore quelques-unes. Ouais. Est-ce que dans l'ordre, t'as une Volvo aussi? Ouais. En plus, c'est une voiture, il y a une histoire qui est assez dingue sur cette Volvo. Alors, Volvo, je cherchais un break. J'adore les breaks. J'ai toujours aimé les breaks. D'ailleurs, j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Sexy Wagon, qui parle que de break. Ouais, c'est moi. Ah, je sais pas. Personne ne sait. Mais du coup, ça se fait mal de dire. Ouais. Ah, génial, ok. Et, que j'alimente pas trop, mais j'aime bien ce compte très geek sur les breaks. J'ai toujours aimé le look
très droit de l'arrière. Ouais, très carré. Ouais, et quand on parle de break, Volvo, pour moi, c'est eux qui ont lancé la tendance dans les années 80, les premiers breaks turbo qui étaient aussi performants que des Porsche 944 ou autres. Et donc je cherchais une voiture et j'en ai parlé avec Arnaud, du coup la personne dont je parlais au début du podcast, et on s'est dit ouais, qu'est-ce que je peux prendre, cherche un petit break sympa, et il me dit il te faut une Volvo, il te faut une T5R ou une 850R. Et là je commence à geeker et je vois toutes les informations là-dessus, voiture qui a été développée en partie par Porsche. À l'époque où Porsche n'avait pas d'argent, ils avaient aidé le développement de la Audi RS2 qui avait des pièces de 964, une cartographie Porsche, etc. Et je veux dire que Porsche a aidé à la fois à la RS2. Ils ont aidé la RS2 avant, qui était le premier break un peu survitaminé qu'on connaît. Ouais, qui ont un peu lancé la mode de Audi des gros breaks. Tout à fait. Et qui a relancé Audi en partie. Ça, je le connaissais et c'est un peu, enfin, c'est très connu comme histoire. Mais pour la Volvo, je savais pas. Porsche, à cette époque-là, faisait des aides de développement. Donc vous pouviez les appeler et ils pouvaient vous aider pour en partie développer une voiture. C'était un peu on va dire en underground, en soum-soum. et du coup, ils ont aidé à développer cette Volvo, la T5R, qui est un 5 cylindres turbo, un peu revu par Porsche en cartographie. Et après, ils ont fait la 850R en 96, qui fait 250 chevaux, 350 Nm de couple, et qui a une réputation pour être absolument incassable. Et donc je commence à les regarder. Évidemment, j'en vois une rouge. La T5R elle est jaune, et la 850R est rouge. Il y avait plusieurs couleurs, mais c'était les couleurs un peu iconiques. Et j'en trouve pas. Introuvable. Je me renseigne, je vois qu'il y en a eu 12 vendus en France. Donc je me dis, pour en trouver une en France, ça va être galère. Et je me dis, bon, bah, je vais regarder en Suède. Là, je regarde en Suède, et j'en trouve une avec 360 000 km. Plutôt propre. Je contacte le vendeur, elle était pas très chère. Et le vendeur me dit, ouais, toujours disponible et tout. Je dis, bon, bah, banco, je la prends. Parce que moi, quand je veux quelque chose, en général, je recherche pendant un mois. Si j'ai pas trouvé dans le mois, ça m'énerve. Et après, tu peux décider très vite à partir du moment où je peux décider très vite. Je me renseigne très vite. Je peux passer des nuits blanches à geeker sur la technicité d'une voiture, sur les défauts qu'elle peut avoir ou autre, et j'arrive à me décider assez vite. Et je trouve cette voiture et je pars avec Amaury, donc de Asphalt Heritage. On prend un avion, on décide de partir le week-end pour aller la chercher. On monte dans l'avion à 14h, on doit arriver à 17h là-bas. Le mec avait pas encore reçu l'argent. On se dit, on va arriver là-bas, le gars il aura pas reçu l'argent. Bref, on arrive, on se pose, on prend un taxi, on arrive, le gars me dit, ouais, j'ai reçu l'argent il y a 20 minutes et tout. Bon. Le timing incroyable. Timing incroyable, on récupère la voiture, le compteur marche pas. Oh non. Elle fuit un peu, mais pas grand chose, et là on se dit, bon, bah, 2500 km de Stockholm. Et là on monte dans la voiture, on se casse, et on part. Et là le projet c'est on rentre en France. Et là on rentre en France. Donc on avait 2 jours. On était vendredi soir, il fallait qu'on rentre dimanche, quoi. Et on roule, on fait 1000 km, on dort dans un petit bled. Et là, on était samedi, on se dit, bon, samedi, il nous reste, 1300 km pour aller à Paris. Le Nürburgring, c'est à 800 km. Enfin, un détour. Au Nürburgring. Et de base, on voulait dormir à Amsterdam pour sortir le soir. Et puis, au final, on se dit, bah non, c'est mieux, on va aller au Nürburgring. Donc, on se retrouve sur le parking de Aldener Frost, donc en bas dans la cuvette au Nürburgring, à dormir dans la Volvo. Sans sac de couchage, par 0 degré. L'enfer. On se réveille le matin congelé, on n'a pas dormi de la nuit. Et là, on fait 2 tours du Nürburgring pour s'amuser. On repart à Paris, et ensuite on arrive à Paris. Voilà, c'est l'histoire de cette voiture-là. Ah, vous étiez vraiment déter quand même pour vous. On était très déter. Ouais. Et la voiture impeccable. La voiture elle avait pas mal de petits défauts, mais j'ai trouvé un petit spécialiste et j'ai tout refait bien parce que moi l'aspect cosmétique m'intéresse pas forcément sur une voiture. J'aime bien le look et j'aime bien la technicité. Par contre, l'aspect mécanique, je suis un obsédé. Donc moi, il faut pas qu'il y ait un cylindre bloc qui claque. Donc quand j'achète une voiture, en général, les cylindres bloc moteur, cylindre bloc de train, paf, je pars sur du neuf. Et j'ai fait tout ça, cette voiture. Après, ouais, j'ai pas mal roulé avec. Je l'adore. Faut mettre des trucs incroyables. J'ai fait la vidéo Petrolicious, si vous l'avez vu avec. Et c'est un 5 cylindres qui fait un bruit de ouf, un look improbable. Tu sais que je suis en train de réaliser que cette vidéo, je l'ai vue, mais je savais pas que c'était toi non plus. J'avais pas fait le rapprochement. Mais sinon, je fais des rapprochements de foule. Il faut que je la regarde. Je regarde sur notre travail. Et tu l'as encore cette voiture? Non, je l'ai vendue. Tu l'as vendue. Je l'ai vendue, voilà, je l'ai vendue, j'en ai trouvé une autre, qui était une turquoise d'origine française, intérieur beige, 850R pareil, avec 140 000 km, très rare, et donc j'ai vendu la rouge pour acheter la turquoise. Et la turquoise, tu l'as encore? Et la turquoise, je l'ai vendue aussi. Ah, d'accord. Parce qu'un jour, on m'a proposé une grosse somme d'argent, et t'as pas pu résister. Et j'ai pas pu résister parce que j'avais d'autres projets. Ouais. Donc voilà, et maintenant, mon break à faire de tous les jours, c'est une Subaru Legacy, Flat 6, un truc un peu geek, pareil, des années 2000, qui est un Flat 6, une des seules voitures Flat 6 au monde qui n'est pas une Porsche, et qui a un moteur avant. C'est très geek, effectivement. Je crois visualiser ce que c'est. Elle est en bas, si tu l'as vu en avant. Ah non, j'ai pas vu. Elle est bleue, toute discrète, personne ne sait ce que c'est, ça fait 245 chevaux, hyper fiable. Eh ben, j'irai voir après. Ouais.
pratique, je peux mettre mes motos dedans, comme la Volvo dedans. Donc, Mais d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure des motos de Honda, parce qu'en fait, t'as pas mal d'Africa Twin aussi. Hein. Ouais, c'est en partie un des trucs qui m'a fait garder cette passion pour le vintage. C'est que dans les années, quand j'avais 15-16 ans et que je pouvais pas conduire de voiture, j'ai commencé à modifier des Honda Monkey. Et donc, je collectionnais les Monkey des années 70, 80, 90, et je les modifiais à ma sauce. Et donc j'ai des Monkey Z50A, Z50M, plein de petits trucs geeks de ces années-là de chez Honda. Juste pour expliquer pour les auditeurs, c'est des toutes petites motos, un peu à la Dax, si vous exactement. Parce que c'est la même catégorie que les Dax. Et puis j'ai pris de passion pour ces modèles de Honda. Et donc petit à petit, j'ai eu une 750 four ensuite, de 69, une K0, la première. Et après, j'ai eu mon permis moto, un an après avoir mon permis voiture, donc à 19 ans. Et là, j'ai eu une 500 four. Et après, quand je suis rentré en France, j'avais toujours cette passion des Honda. Et je suis passé plus sur tout ce qui était trail. Donc, Africa Twin. Puis t'es grand en plus, donc t'es quand même plus confort là-dessus. Donc je suis plus confort là-dessus. J'ai le même problème que toi. Et puis c'est pareil, les trails, je trouve c'est un petit peu comme si t'achetais un peu une moto qui a fait le Paris-Dakar. Surtout sur ces Honda des années 80, 90, c'est l'impression que c'était sorti du Paris-Dakar. Et pour être fan des trucs d'homologation ou des trucs qui ont fait de la course, tu as quelque chose de pas très cher, qui est très proche de ce que les pros avaient, ou ce que tu as vu en compétition. Et pour moi, t'as l'aspect iconique et l'aspect visuel. T'achètes une histoire, en fait. T'achètes une histoire. Ouais. Quand je me balade avec une vieille Africa Twin des années 80, j'ai l'impression pas de sortir des pistes du Dakar, mais d'avoir un objet qui est anachronique par rapport à ce qu'on voit dans la rue. Tu vois que des gens avec des petits scooters en plastique, ou des trucs très modernes, et toi, t'as un objet mécanique, avec une histoire, qui a une visibilité, et je trouve ça super beau, et ça me fait plaisir de rouler. Je mettrai des photos encore une fois pour les auditeurs, mais il faut imaginer quand même que c'est donc une coque en plastique, comme tu disais pour l'extérieur, mais surtout plein de couleurs. Il y a des couleurs dans tous les sens. Ouais. Là, ça pète aux yeux. J'en avais une, c'est une RD04, donc de 91, 750, donc une Africa Twin 750 cm3. Elle est turquoise, rose, violette, bleue. Et les jambes dorées. J'adore. Non, mais c'est un survêt Takini, Fila des années 90 en sur roue, quoi. Tu vois. Et c'est génial. Ouais, c'est génial. J'adore. C'est un look de ouf, et je trouve ça sympa. Et, pour en revenir aux voitures, qu'est-ce qu'on a pas fait dans la liste? Là, j'en ai plusieurs. Tu veux que je sorte la liste? Non, c'est plus je rigole ça. Mais, là, dernièrement, j'ai acheté un truc, que je voulais depuis très longtemps. J'ai acheté un Pajero Evolution. Donc dans les années Mitsubishi. Donc dans les années c'est la voiture qui a gagné le plus de fois le Dakar, le Pajero, 12 fois pour être précis. À partir de 87, je crois ils ont commencé à gagner, et ça c'est Pajero Evolution est sorti en 97 jusqu'à 99. Donc c'est le Pajero le plus connu qu'on voit sur toutes les photos du Dakar des années 90, et ils ont sorti une édition limitée de 2500 exemplaires uniquement au Japon, conduite à droite. 500 en boîte manuelle, 2000 en boîte auto. C'est une voiture qui, pendant un moment, était très très boudée et qui a été utilisée par tout et n'importe qui dans le monde entier pour faire des rally raids ou pour faire des courses dans les déserts ou en Russie. Et donc il en reste très peu. J'ai cherché cette voiture pendant pas mal de temps, et j'ai réussi un jour à trouver un volant à gauche, donc qui a été converti et que j'ai récupéré il y a un mois et demi, avec lequel j'ai déjà fait 2000 km. En boîte méca, du coup? Il est en boîte auto. En boîte auto, ouais. Et c'est plus fiable en boîte auto. Les boîtes méca ont quelques petits soucis, mais c'est une licorne le truc, quoi. Je crois qu'on est 10 en France. Et c'est un look improbable, quoi. C'est tout blanc avec des bavettes rouges, un body kit, tu vois, agressif du Paris-Dakar, et les gens, quand ils te voient arriver dans la rue avec ça, ils disent mais qu'est-ce qu'il a, quoi? C'est quoi ce truc? Alors qu'en fait, elle sort d'origine comme ça. Alors que ça, elle sort d'origine comme ça, ouais. Et l'intérieur est modifié aussi? L'intérieur, non, est tout d'origine, avec des sièges Recaro. Ah, il y a des sièges Recaro? Ouais. Ah, il y a le volet pas. Ouais. Mais c'est, tu vois, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début avec les voitures différentes que j'ai, c'est moi j'adore expérimenter des objets, et ces objets-là, si tu les achètes pas, tu peux pas les essayer. Moi je vois cette voiture, je la geek, je la vois sur des vidéos, je passe 1 heure de ma journée sur YouTube. Je pense minimum. Je pense qu'on est beaucoup d'auditeurs, toi et moi, à faire ça. Et moi, je me suis toujours dit, mais ça roule comment ce truc? C'est un truc de 1 tonne 9 avec 300 chevaux qui a un V6 et qui sort du Dakar. Je veux savoir comment ça roule. Je veux l'expérimenter. Que je le garde 6 mois ou 10 ans, je veux expérimenter. Et ces objets-là, si tu les achètes pas, tu peux pas les essayer. À moins d'avoir quelqu'un qui l'a. Et c'est ce que j'adore avec ce groupe, avec Asphalt Heritage, c'est qu'on a des trucs très particuliers, très geeks, dont on a rêvé, dont on a absorbé la connaissance et dont on a appris, et on veut les essayer. Et dans notre groupe, il y a plein de gens qui achètent plein de trucs différents
pour aussi que les autres les essayent aussi. Ouais, C'est ça qui est marrant, tu vois. C'est vachement intéressant comme approche parce que du coup, en fait, quand tu l'achètes, tu le disais, tu sais pas si tu vas la garder parce que tu sais pas si ça va te plaire, en fait. Ouais, exactement. Il y a des trucs, ça plaît pour le look, il y a des trucs, ça plaît pour la conduite. Là, par exemple, on a fait une découverte avec Antoine, qui est Soupape Spotting sur Instagram, un très bon copain. Et il a acheté une voiture, une MG ZS 180. Il l'achète il y a 1 an et demi. On va sur un parking perdu dans le nord de Paris, sous la pluie. On arrive pour acheter la voiture. L'histoire est très très drôle. La voiture était allumée avec les phares allumés, sous la pluie, et il y avait personne dedans. Sur un parking de supermarché, tu vois. On arrive, très glauque. Un mec qui sort d'une Golf 5 blanche, très glauque, très bizarre. Il essaye la voiture, les pneus sont un peu à plat. Bref, ils font affaire, on achète la voiture, on gonfle les pneus, on la ramène, et là, autour d'ici, donc, on commence à rouler avec. Et révélation, la voiture est exceptionnelle. Et en fait, après avoir s'être renseigné sur cette voiture, Antoine s'était déjà renseigné, et nous, maintenant on sait ce que c'est. C'est une Integra, donc une Honda Integra, donc qui est une Honda des années 90 pour ceux qui savent pas, avec double triangle de suspension. Toutes les Civic et les Integra des années 90 avaient double triangle de suspension avant, arrière, en alu. C'est une voiture qui était très poussée, même certaines Ferrari ou autres de l'époque n'avaient pas ces systèmes-là. Et Rover était quasiment à la faillite à certains moments, et il faisait fabriquer des voitures, ou Honda fabriquait des voitures avec Rover. Donc il y a certaines Rover qui sont exceptionnellement fiables, que tu peux encore voir sur la route à l'heure actuelle, et qui sont dérivées de modèles Honda. Et ça, c'est une MG, donc une Rover, dérivée d'une Honda Civic, avec les mêmes trains qu'une Integra, avec un V6 dedans. Donc les Anglais, ils se sont dit... C'est un Frankenstein, quoi. Ouais, les Anglais, ils se sont dit à un moment, ok, on va prendre cette Honda-là qui a des super trains roulants, et il y a un 4 cylindres dedans, on s'en fout, on va foutre un V6 en aluminium qu'on a. C'est pas une bonne idée, vous pensez, les gars? Et là, tu te dis, mais ça peut jamais marcher, et le truc, il est exceptionnel. T'imagines la réunion de bureau, ça devait être génial. Non, mais ça, y a pas de réunion de bureau, là, c'était autour d'un verre, tu vois, de scotch le soir, et oui, il y a un peu trop tard. Vas-y, Dani, on fout le V6 dedans. Et les gars ont fait ça entre 2002 et 2005, et c'est une voiture très rare, ils ont fait 6500 exemplaires, il y a à peu près 4000 en volant à droite, 2000 en volant à gauche, plein qui ont été rouillés, et c'était des trucs qui, il y a 1 an encore, tu les trouvais à 1000 € sur le bon coin. 1000 €. Il y a des gens qui achetaient ces voitures-là pour aller à la prime à la casse, pour récupérer les 4000 € de la prime à la casse. Donc, on sait pas combien il en reste. Moi, j'en ai acheté 2. Parce que je me suis dit, voilà, ça roule super bien. C'est comme une Miata. C'est ultra analogue. Et tu as une voiture qui a 4 portes, qui a un bon coffre, qui coûte rien, qui est assez costaud. Ce V6-là sont considérés comme étant assez costauds. Puis dans une petite voiture de 1200 kg avec un V6, il y a plus rien. Ça existe plus maintenant. Maintenant, t'as que des 4 cylindres turbo. Tu mets une ligne, t'as un truc qui chante, t'as un truc qui est analogue, qui a une super direction, qui a un super train roulant, que n'importe qui peut entretenir parce que c'est facile, la mécanique dessus. Bah, c'est top. Moi, je conseille à tout le monde d'acheter ça. Si t'as pas beaucoup d'argent, t'as envie de t'amuser, tu veux un truc qui soit quand même utilisable en daily, qui a la clim, c'est exceptionnel. Et ça, c'est dans les méandres automobiles. Et c'est ça que j'adore avec mon groupe, c'est que de temps en temps, on trouve des perles comme ça. Est-ce que ça ferait pas une transition parfaite pour parler de la shitbox run et effectivement des voitures à moins de 1500 €? Alors, ça, c'est parti d'un bon délire. C'était aussi pour Antoine. On voulait lui offrir un cadeau pour ses 30 ans. Ouais. Et on a fait un gros groupe avec une cagnotte. Et puis, on a trouvé une Fiat chez Cento à Barthes à 500 € sur le bon coin. Donc, on s'est dit que la bonne idée, c'était de l'acheter. Donc, on allait l'acheter. Forcément une très bonne idée. Forcément une très bonne idée. On fait son anniversaire. On lui offre un cadeau à 21h, mais pas la voiture. Et à 23h, quand tout le monde avait bu un petit coup, on arrive, on le fait sortir dehors du bar où on était, et là on arrive à 5 dans la chez Cento en tirant le frein à main, et on lui dit « Joyeux anniversaire ». Et c'était une voiture qui avait plein de petites merdes. On s'est aperçu que c'était pas une vraie Barthes, qui avait un joint de culasse, et à partir de là, on s'est dit « Putain, mais faut qu'on fasse un truc avec ces voitures-là, faut qu'on fasse un run, on achète tous des bagnoles à moins de 1000 balles, des petites voitures, et qu'on aille faire n'importe quoi avec ». Et là, l'idée du shitbox run est partie. On s'est fixé une date, on s'est dit voilà, maintenant les gars, c'est très simple. Vous étiez combien au total dans cette idée-là? On est un groupe, on est 8, et on est parti avec 5 voitures, il y en a 6 normalement, mais du coup elle est pas partie, parce qu'on a découvert le jaune de culasse en fait 1 semaine avant de partir. Ouais, d'accord. Et on avait une voiture de backup aussi qui nous suivait, donc il y avait quelqu'un qui était dans la voiture. Et donc on décide de faire le run, on se dit bon, c'est très simple, c'est le 12 octobre, on part pendant 4 jours en Ardèche, Cévennes, faire toutes les petites routes des petites spéciales de rallye qu'on a trouvées sur un vieil magazine échappement des années 90. Et là, on se dit, voilà, on va les casser, c'est simple. 1000 €, moins de 3,80 m, moins de 1,3 litre, et avant 2000. Et là, c'était les critères, c'était les critères. Chacun faisait ce qu'il veut. Chacun faisait ce qu'il veut. Et là, on s'était donné rendez-vous à une station-service, à 18h, un jeudi soir. Chacun vient avec son truc sans dire à qui d'autre, qu'est-ce qu'on a acheté, quoi. Et donc là, à partir du moment, il y a la chasse
est parti, quoi. Tout le monde est parti pour chercher son truc, faire des modifications. Donc, est-ce qu'il y avait des coups de bluff un petit peu plein de coups de bluff. Là, on est en train d'organiser le Shitbox 2, et là, on fait que bluffer. Tout le monde dit qu'il a acheté ci, qu'il a acheté ça, qu'il a telle pièce et tout. Ça sera en mai, ça va être marrant, et on est obligé de changer de voiture. On a accordé 1,4 litre cette fois au lieu d'1,3 litre pour un peu plus de choix. Mais ce run, il est exceptionnel. Donc, on s'est tous retrouvés là, cette station. On avait mis des stickers sur nos bagnoles. Moi, j'ai acheté une voiture à 800 €, donc j'avais 700 € de marge. On a donné 1 000 € la voiture et 500 € de budget. J'ai acheté des combis filetés et des semi-slick. C'est tout. Rien d'autre. Donc, la voiture, elle était d'origine avec des combis filetés et des semi-slick. J'ai retiré la banquette arrière, j'ai tout retiré ce que je pouvais. Et on est arrivé comme ça, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Ouais. Bon, moi, je vous le conseille de le faire. Si, mais faites-le absolument. Parce que c'était un des meilleurs week-ends que j'ai passé de ma vie. Je me suis éclaté. Ouais. Et c'est pareil quand je fais du sport auto et qu'on roulait avec des kartings à 45-50 chevaux et qu'en final, après la compète, on montait tous dans des cartes de log de 8 bourrins et qu'on se rentrait tous dedans. Tu t'éclates la gueule, tu te marres, tu vois. Et là, c'était pareil avec le run, on se rentrait dedans tout le temps. Dès qu'il y avait un feu, on se poussait. On jouait à chat avec les voitures. Donc, il y avait 4 souris et un chat. Celui qui touchait l'autre, il devenait chat. Non, mais c'était n'importe quoi. On s'en foutait. C'était des voitures à 1 000 €, tu vois, qui valent pas grand chose, qui sont déjà bugnés de partout et qui allaient partir à la casse, quoi. Donc, moi, j'avais une Honda avec 240 000 km, il y avait une Micra avec 235 000, il y avait une Ford K, une Twingo. Une Ford K, ça? Ouais, une Ford K, qui s'appelait Ford Kaka, du coup. Une Twingo, on s'est vraiment... Il y en a aucun qui a gardé la voiture qu'il avait achetée? Il y en a aucun qui a gardé la voiture qu'il a achetée. Par contre, moi, j'ai acheté celle qu'on a trouvée qui était la meilleure. Parce que je la trouvais très bien aussi, et donc je voulais la garder, ça me faisait marrer, c'est un souvenir. Donc, et c'était laquelle? C'est la Micra. La Micra. Donc, si vous faites un shitbox run, allez acheter une Micra, parce que c'est la meilleure. Il y a le meilleur châssis, meilleure boîte, et c'est la plus facilement modifiable aussi. Donc voilà. Mais ouais, on s'est tellement éclaté, c'était 4 jours de bonheur. Donc c'est ça, c'est d'être avec ses potes, de se marrer, de boire des bières, de manger un peu de saucisson ou autre, et puis rigoler, passer des bons moments. Avec ces shitbox là, on était à fond H24 sur des petites routes. T'es à fond, t'es rupteur tout le temps, à la limite du grip, et t'es limite aux vitesses légales. Oui, parce que tu reviens à ce que tu disais, c'est-à-dire que là, c'est des voitures qui ont tellement de petits moteurs que t'es obligé de tout exploiter. T'es obligé de tout exploiter, et puis elles ont quand même une certaine tactilité. T'as quand même un côté analogue. Je préfère être à fond sur une petite route avec une petite voiture comme ça, avec 2-3 modifications, un peu de modification de train roulant, des beaux pneus, des bonnes suspensions, plutôt que d'être dans une supercar moderne. Ça ne m'intéresse pas. J'ai conduit des trucs modernes récemment, j'ai conduit une Gallardo et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, la Lamborghini. Tu parles de la Huracan, peut-être? Huracan. J'ai essayé une Huracan. Il se passe rien, quoi. Ça t'a pas fait sourciller plus que ça? Ok, ça fait un beau bruit, ça accélère fort, mais quand est-ce que tu l'utilises? Tu peux pas l'utiliser. C'est inutilisable. Je préfère rouler à 100% d'une shitbox ou de la MG ZS 180 dont je parlais avant, qui est une voiture exploitable, plutôt que de rouler à 10% dans une Huracan. Le seul plaisir que tu prends avec une voiture moderne, maintenant, c'est d'enfreindre la loi et de rouler très fort. C'est plutôt le côté délinquant, en fait. C'est le côté délinquant et c'est le côté rouler beaucoup plus fort que tout ce qui est autour de toi. Et de sentir un peu le roi de la route. Alors qu'avec une voiture ancienne, tu vas à la limite de la voiture. Et ton plaisir, c'est le plaisir pour toi, quoi. Et c'est ça que je trouve agréable. Non, mais c'est intéressant. Et tant qu'à être un peu dans la provoque, parce que c'est un discours que t'assumes totalement et qui plaira peut-être pas à tout le monde, et tant mieux, en fait, j'ai envie de dire, ça ouvre le débat. Est-ce que t'as eu des déceptions? C'est-à-dire des voitures que t'as essayé et vraiment Ouais, alors j'ai 2 voitures qui m'ont très très déçu. Je vais pas me faire des amis en disant ça. Ah bah c'est pas grave. C'est 2 Renault R5 Turbo 2. Donc la voiture avec le moteur derrière. Une voiture qui est mythique, dont on entend beaucoup parler. Donc on entend beaucoup parler, une bonne cote, etc. Qui est absolument une sombre merde à conduire. Pas de train avant, l'arrière qui repart sans aucune réserve, pas fiable du tout, moteur très on-off mais même pas agréable, je trouve nul. J'ai aucun contre-argument parce que je l'ai jamais testé, donc je peux pas... Ça m'a pas trop plu, et une Clio Williams. Ok. Alors la Clio Williams, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que les gens trouvent à cette voiture. Elle est très belle esthétiquement, la collaboration avec Williams, le moteur est très sympa, monte très vite dans les tours, mais il y a un limiteur très tôt, alors que le moteur a un volant moteur très léger, donc elle monte très vite dans les tours, mais on arrive très vite au rupteur, donc c'est un peu frustrant. Je trouve le châssis absolument pas intéressant, très mou, la position de conduite est horrible, on dirait un camion, je suis 1m90, je me sens pas bien dedans, je me sens même mieux dans une Lotus ou dans une Donc je me sentirais pas bien dedans. Non, tu te sentiras encore moins bien dedans. Faut la même taille. Ouais. Et je trouve à cette voiture rien, 20-25 000 € pour ça, je trouve ça absolument inintéressant. Une Civic pour moi, je prêche ma paroisse parce que j'aime bien Honda, ouais. mais une Civic pour moi avec 120 chevaux est plus intéressante.
ou une K4 qui est une Civic avec un VTEC de 160 chevaux qui cote entre 5 et 7 000 euros pour un bel exemplaire, mais 10 fois mieux comme voiture. Xara VTS, on en parlait. Une 306 S16, c'est 10 fois mieux. On en parlait en off parce que bon, ouais. c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est la voiture moi qui me fait rêver, qui fait sûrement pas rêver grand monde, mais qui est une voiture avec un châssis incroyable. Ouais. Mais ça fait rêver des gens. Incroyable aussi. Les gens qui aiment bien les choses analogues et qui aiment bien les choses des années 90, ils adorent ces voitures-là. La 306 S16 avec le 167 chevaux et la boîte 6 est une voiture super bien. C'est le même super moteur. agréable, c'est une bonne auto. Donc moi j'en ai eu une, la Xara VTS pareil. Il y a tellement de trucs de ces années-là qui sont exceptionnels et pour moi une Clio Williams ça l'est pas quoi. Mais je trouve ça vachement intéressant que tu le dises parce qu'effectivement je pense que la plupart des gens qui en parlent l'ont peut-être jamais conduite. Moi je l'ai jamais conduite donc je vais pas en parler honnêtement. Mais peut-être que plus tard, ou alors tu quelqu'un sur le podcast, tu vois, qui me dirait exactement l'inverse, ce serait intéressant. Ouais, ça serait intéressant. Ou alors t'as l'inverse. Moi j'aime beaucoup l'expérience de conduite que m'apporte une voiture et j'ai essayé 600 voitures différentes. Donc, ah oui, ça commence à faire un chiffre. J'ai un bon panel de feeling différents. Et pour moi, c'est pas une bonne voiture. Enfin, y a rien qui me plaît dans cette voiture. Après, est-ce que c'est en termes dynamiques, je parle en termes dynamiques. Est-ce que c'est pas parce que tu y as mis aussi des grosses attentes? Peut-être, il y a des voitures où tu mets trop d'attentes et donc ça te plaît pas forcément. Et c'est ce qu'on dit en anglais, on dit never meet your heroes. Ouais, c'est conduis jamais la voiture dont tu rêves. Parce que tu peux être déçu. Peut-être, il y avait beaucoup d'attentes, j'en ai entendu beaucoup parler, etc. Mais la MG ZS 180 dont je parlais avant est une voiture qui est 100 fois mieux à conduire qu'une Clio Williams pour 5 fois moins cher. C'est clair. 5 fois moins cher. Et pour rester dans ce côté plus... Après, il y a le mythe, hein. Ça, c'est autre chose. Ouais, non, mais c'est le clair. look, etc. Tu vois, c'est ouais, en termes de look, de prestance, et même quand je vois quelqu'un qui roule avec une Clio Williams, ça me fait plaisir. Je suis passionné de voiture, quand je vois un mec qui roule avec une Clio Williams, même si c'est une voiture qui me déplaît à la conduite, c'est une voiture que j'adore voir rouler, et quand quelqu'un la sort, je dis ça c'est cool, un mec Williams, il a un truc rare, il s'est fait plaisir, il a acheté un truc geek, et il roule avec. Ça, c'est ça, moi je respecte 100%, et ça j'adore. Et est-ce que t'as fait, j'allais dire des achats impulsifs comme tout bon passionné, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu déterres sur quelque chose. J'ai bien compris que tu avais cette approche geek, donc tu vas chercher, etc. Mais des achats vraiment qui sont irraisonnés, on va dire. Ouais, quand j'ai eu ma première voiture à 18 ans, je l'ai gardée 5-6 mois la classe A, et ensuite j'ai acheté une Lancia Beta qui traînait dans la rue à côté de chez moi depuis des mois. Il y avait un panneau dessus à vendre 1500 €, je crois. J'ai vendu ma classe A 3008, je me suis dit j'achète une Beta. La pire connerie de ma vie. Après, tu te dis, t'as pas eu trop de frais de déplacement? Non, j'ai pas eu de frais, et puis limite elle rouillait sur place, je l'ai gardée 2 mois, etc. Mais c'était sympa à conduire, mais c'était un achat complètement irraisonné. Enfin, t'as 18 ans, j'y connaissais pas forcément grand chose en voiture ou en mécano à l'époque, sur les trucs comme de ces années-là, tu vois, et c'était un peu débile, mais je le referais, si c'était à faire. C'était une étape importante, je pense, dans ton parcours. C'était une étape importante, ouais. Après, je l'ai vendu, j'ai acheté une Fulvia, encore plus vieux, que j'ai gardé 3 mois. Et là, c'était aussi pareil. Je me suis dit, oh, elle est magnifique, la Fulvia. Je pouvais pas acheter un Berton, parce qu'un Berton, c'était trop cher. Donc, je me dis, bon, un petit V4, traction, c'est pas très grave, c'est une voiture italienne sympa. J'ai toujours adoré Lancia. Je trouve que c'est une marque sublime. Un peu oubliée maintenant, et qui revient à la mode. C'est clair. Et qui ont toujours qui ont fait des évolutions technologiques exceptionnelles. Les Italiens ont été très bons sur beaucoup de choses, et dont avec Lancia et Alfa Romeo, ils ont fait des trucs superbes, et j'adore cette marque. C'est vraiment une belle marque. Donc la voiture de mes rêves ultimes, enfin, c'est très compliqué, ça change souvent, mais dans mon top 5, je mettrais largement une 037. Tu viens d'anticiper ma prochaine question. Voilà. On est sur un timing incroyable. 037, oui. Bah alors, effectivement, c'est un beau rêve. C'est un très très beau rêve. 037, c'est un de mes rêves. Je vois les prix qui augmentent tous les ans, et tous les ans, je me dis, je pourrais jamais m'en acheter une. Mais, j'en aurai une un jour. Je travaille tous les jours en me levant, en me disant qu'un jour, j'aurai une 037. Et, c'est quoi la cote actuelle? Parce que j'ai une petite idée, mais précisément, tu dois être plus... il y a 2 ans, c'était à 200, 250, et maintenant, elles sont à 400, 450, c'est dur. J'ai un bon ami, Tristan Ware, peut-être que tu connais, qui est un designer d'intérieur, qui a beaucoup de voitures assez sympas, qui en avait une, et malheureusement, j'ai jamais eu le bon timing pour la conduire. Amaury, dont je parlais un peu plus tôt, a eu la chance de la conduire, et il m'a dit que c'était assez exceptionnel. Ça vaut, en termes de performance, maintenant, on est dépassé, c'est une voiture des années 80, mais c'est une voiture très légère, avec un Lampredi, donc le moteur qui est dans la Delta intégrale, avec un Volumex, donc avec un compresseur, voiture d'homologation groupe B, la dernière voiture à avoir gagné le championnat du monde des rallyes, qui n'est pas une 4 roues motrices, qui a battu l'Audi Quattro S1 avec Walter Roll au volant.
Pour moi, d'ailleurs, tout ça, c'est c'est des mythique. histoires incroyables par rapport à l'ancien, comment ils ont Ouais. réussi à mettre en place plein de petits tricks Ouais, pour gagner aussi ce championnat au-delà de la voiture, au-delà de la mécanique. ouais. Des histoires folles. C'est des histoires folles. Sur ces années-là, comme on disait un peu, l'âge d'or du rallye du groupe B. Et voilà, cette voiture, pour moi, elle a un look, elle a une histoire, et elle a que 200 chevaux en version Stradale, donc tu peux l'exploiter. C'est utilisable. C'est ça que j'aime bien. C'est que au-delà de 350-400 chevaux, ça sert plus à grand chose pour moi. À part des voitures qui ont des gros effets sur toi. Par exemple, j'adore la 930 Turbo. J'aime beaucoup les Porsche, j'en ai pas trop parce que j'aime bien les choses plus geeks et on en voit beaucoup. J'y viendrai peut-être plus tard, mais j'ai déjà conduit plusieurs fois des 930 Turbo et je trouve que c'est une voiture qui a un charme mais de fou. Quand t'accélères et qu'il se passe rien et qu'à 3200, 3300 tours minute, le turbo il se met en route et que là ça te catapulte. Je retrouve le côté on-off dont tu parlais de la R5 Turbo, même si c'est exactement. Mais là c'est quand même un peu plus un peu mieux fait, je trouve. Mais ça c'est des voitures qui ont, pour moi, elles ont du caractère. Et quand il y a de la puissance, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu dramatique qui se passe, quoi. Une 930, quand t'accélères, c'est dramatique. Dans les virages, c'est pas incroyable, mais elle a quelque chose. Elle a ça pour elle dans l'accélération. Ouais, donc elle justifie pour moi la puissance. Elle te fait peur. Elle justifie pour moi la puissance. Dans les trucs modernes, non, ça passe tellement bien au sol que bon. Voilà. Donc on l'a bien compris, t'as plus une vision quand même. Enfin pour toi, l'auto, en tout cas l'auto intéressante, s'arrête dans les années 90, 2000 non, max. je suis pas d'accord. J'ai des trucs que je trouve très intéressants dans les années 2000 ou même dans les années 2010, mais qui sont des trucs qui sont plus des collaborations ou des choses qui sont plus avec des buts. Tu vois, par exemple, Arnaud, dont je parlais un peu plus tôt, il a une R26R, qui est une de mes voitures préférées. Mégane R26R, donc, qui est la Mégane dessinée par Le Clément, Mégane 2, qui est la version ultime. C'est au moment où ils se sont dit, bon, on va faire la traction la plus rapide au monde, on va aller sur le Nürburgring, et ils font une traction qui est exceptionnelle, qui fait que 230 chevaux, 1 tonne 270, je crois, à peu près, des vitres en perplexe, la seule voiture au monde à l'époque, avec des baquets, avec des harnais, sans ceinture de sécurité homologuée. Donc quand je la fais passer au contrôle technique, cette voiture, parce que je m'en occupe un peu, je vais avec une feuille, avec marqué Sabelt, Renault Sport F1, Renault Sport, voiture homologuée avec des baquets, harnais, sans ceinture de sécurité. Tu sais que je vais en parler la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais chez Renault Sport pour rencontrer Laurent Urgon, qui est un des pilotes qui a mis au point toutes les générations de Mégane, dont à partir de la phase 2, si je dis pas de bêtises. Et c'est celui qui a eu le record sur le Exactement. Avec la 275 Trophy, si je dis pas de bêtises. Et qui est une personne à qui j'aimerais bien parler un jour, parce que j'aime beaucoup le réglage de ces voitures-là, et c'est super que tu le rencontres, tu lui diras un petit bonjour de ma part, mais si tu le connais pas, et tu lui diras que pour moi, la R26R est une des voitures les plus abouties que j'ai conduites sur route ouverte, et qui est les plus agréables. Sur route ouverte, quand tu conduis et que tu te souviens d'un moment que t'as conduit, et on a tous cette expérience où à un moment on a fait une petite route, on a conduit une voiture et ça reste gravé. Et pour moi, dans ces souvenirs, il y a une route que j'ai faite un jour avec cette R26R. J'ai traversé la France de Aix-en-Provence jusqu'à Paris sans toucher une autoroute en une journée. Et j'ai traversé les Cévennes et l'Ardèche à des vitesses incroyables sur des petites routes et c'était absolument exceptionnel. Et c'était avec cette R26R. Je trouve que les réglages sont absolument parfaits, la position de conduite est parfaite. Cette voiture est vraiment incroyable à conduire. C'est à l'encontre de ce que beaucoup de personnes disent, dont des gens qui connaissent pas forcément beaucoup, qui te disent qu'une voiture c'est forcément une propulsion. Bah c'est pas vrai. Il y a des voitures qui sont des tractions qui sont exceptionnelles. Et dans les 2 tractions que j'ai conduites, que je trouve les plus exceptionnelles, il y a une Integra DC2 type R que je possède, que j'adore, qui est une de mes voitures préférées, et cette R26R que je Parce trouve que schématiquement, pour nos auditeurs, on a tendance à dire qu'une propulsion c'est plus joueur. Et que effectivement beaucoup de voitures sportives ont tendance à être en propulsion, donc il y a ce raccourci qui exactement. On a tendance à dire que voilà, les voitures propulsion sont plus sportives parce que ça bouge un peu plus du cul, tu peux faire du drift avec ou autre, et donc voilà, c'est ça. Mais non, et surtout les Français, on est très associés à tout ce qui est traction. On est les premiers à avoir fait des voitures traction. Enfin, la première, c'est un peu l'institutrice, c'est un peu la Golf GTI. Mais ensuite, les Français ont été les maîtres de ce jeu-là dans les années 80 avec les 205 GTI, les R5 et tout ce qui est venu après dans les années 90. Nous, en termes de mise au point de traction, on a fait des voitures qui étaient exceptionnelles. Clio 2 RS phase 3, 182 chevaux, exceptionnel. 306 16, exceptionnel. Enfin, je peux en citer plein, mais c'est des voitures traction qui sont vraiment géniales. Tu m'as parlé tout à l'heure de la Lancia 037.
Est-ce que tu as d'autres voitures qui sont un peu au panthéon automobile pour toi, qui sont de l'ordre de l'inaccessible pour l'instant? Je pense comme tout le monde une F40. Ouais. Ah oui, forcément. Surtout que toi, tu l'as eu en plus petit. Ouais, moi je l'ai eu à 2 ans. L'école. Avec des pédales. Mais ouais, je pense que une Ferrari ultra fiable, exceptionnelle à rouler, qui a un moteur turbo qui fait du bruit, c'est le Graal en termes de look. Donc développé par Materazzi à l'époque, qui développait toutes les Ferrari, qui a fait cette voiture en 2 temps 3 mouvements, mais qui a fait un truc exceptionnel. Je pense que c'est un de mes Graals. Une NSX type R. Je possède une NSX normale. J'ai failli acheter une NSX type R il y a 1 an. Pour la Tu vendrais ta NSX pour acheter le Type R ou tu voudrais les deux? Et ben l'histoire, en fait, c'est là aussi on voit l'évolution du marché qui fait qu'on peut changer ses plans termes, ou sa planification des choses. J'ai voulu acheter une NSX Type R. Le problème c'est qu'elles sont toutes volant à droite, très compliqué à trouver. Il y en a à peu près 480 dans le monde, donc c'est plus rare qu'une F40 où il y a 1300 exemplaires, ouais, je crois, ou autre, et qui est une voiture des années 90 qui est un peu le Graal. Dans les JDM, c'est vraiment top du top. Qui faisait 8 minutes 3 sur le Nürburgring en 1992, avec des pneus de 1992. Donc c'est une voiture qui, avec des pneus modernes, ferait quasiment le temps d'une GT3 ou avec 300 chevaux. Vraiment exceptionnel. Et j'en ai trouvé une qui était à peu près dans mes prix en vendant ma NSX. Et je l'ai pas acheté. Et le prix a quasiment doublé dans l'année, avec le Covid. C'est-à-dire que les gens sont devenus de plus en plus geeks sur ces voitures. Les gens ont eu beaucoup plus de temps pour chercher des trucs particuliers avec cette période-là. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont acheté des trucs beaucoup plus particuliers, beaucoup plus spéciaux, on va dire. Et les Américains commencent à pouvoir l'importer. Et les Américains sont rentrés un peu dans le marché, et donc ces voitures sont devenues inaccessibles. C'est un regret pour toi, hein? C'est pas un regret pour moi, parce que une voiture, ça s'utilise, et je pense que pour utiliser une voiture, il faut pas que ça soit trop d'argent non plus. Ouais. Et surtout quand c'est des voitures de collection. Si je conduisais avec une voiture moderne qui valait 60-70 000 euros, je la mets dans un mur, je m'en fous un peu, il y a l'assurance, c'est une voiture moderne, on en retrouve. Mais dans les trucs qui sont collecteurs, c'est un peu plus chier, parce qu'il y a un côté patrimoine. La NSX, c'est une voiture en aluminium, donc si vous sortez avec, c'est une chance sur 2, c'est poubelle. Donc et puis c'était une volant à droite, et en fait je suis en train de transformer la mienne en Type R. C'est-à-dire qu'on a quasiment toutes les pièces qui sont disponibles, et tous les 2-3 mois, dès que j'ai un petit peu de sous de côté, j'achète des pièces de Type R pour le transformer la mienne en Type R. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo sur la chaîne POA, puisque tu l'expliques justement dans la vidéo, à quel point en fait t'as été bien pensé sur la NSX pour pouvoir en fait tout adapter. Exactement, tout est adaptable, un peu comme des Lego, c'est souvent la philosophie Honda, que j'aime beaucoup, et sur la NSX, on peut acheter des pièces de Type R, donc j'ai acheté déjà les barres de renfort de Type R que j'ai mis partout, j'ai retiré déjà 70 kg de la voiture, une Type R c'est 130 kg de moins, donc je continue mon goal d'essayer d'aller à 120 kg de moins. J'ai acheté un volant moteur léger, une boîte de Type R qui a des pilions plus courts que je vais faire là, un ABS qui est plus agressif, des freins qui sont un peu différents, tout est disponible. Et en plus, ça sera mieux parce que ce sera une voiture qui vaudra pas 200 000 euros, mais qui vaudra 65-70 000. Donc, moins peur pour moi de rouler avec. Et qui marche aussi fort. Qui marche aussi fort, qui est volant à gauche, et qui est ma propre voiture que j'aurais fait à ma sauce. C'est encore mieux, quoi. Oui, puis je pense pas que tu touches forcément la cote, c'est-à-dire que tu vas pas forcément faire baisser la cote. Non, parce que je mets des pièces Honda dessus, la plupart, donc voilà, après, la cote sur cette voiture, personnellement, je m'en fous un petit peu, je l'ai acheté, pour moi, c'était un rêve. On parle beaucoup de cote et de valeur. Il y a des choses qu'on achète, on sait qu'ils vont prendre de la valeur. Mais moi, il y a aussi pas mal de trucs que j'achète parce que je veux vraiment l'expérimenter, je veux vraiment conduire avec. La NSX, c'était ça. Je voulais rouler avec une NSX. Peu importe le prix, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour l'avoir la voiture. C'était pour qu'elle soit à moi, c'était pour que je vive avec, et que je sorte avec, et que je fasse plein de choses avec, voilà. Parce que j'adore le look, et j'adore tout ce qu'elle peut apporter en ingénierie. Des fois, c'est pas forcément lié à l'argent. Je l'avoue, il y a des trucs que j'ai achetés et que j'ai vendus pour faire de l'argent, pour payer d'autres pièces. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une là, question de... les évolutions. J'ai vendu ma 850 à turquoise, je me suis fait un bon billet dessus, je m'en cache pas. J'ai acheté un bon prix, j'ai vendu un meilleur prix. C'était un moment où les gens cherchaient ça, quelqu'un cherchait cet objet. L'argent que j'ai récupéré, j'ai utilisé pour acheter des pièces pour ma NSX. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et pour la faire comme je veux. Et parce que je pouvais pas aussi avoir une Type R. Donc ça va dans les deux sens. En fait, c'est comment tu trouves justement le juste milieu. Exactement. Entre ce que tu veux, ce que tu peux faire, et comment tu trouves le petit trick. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis quand on passe beaucoup de temps là-dessus, moi je passe une demi-heure, 1 heure par jour sur le Bon Coin. Hein. Donc quand on voit à peu près tout, de temps en temps on voit les petits espaces dans le marché, on voit ce qu'on peut faire ou autre. Donc
Donc ouais, je fais pas ça pour l'argent ou autre, je fais ça pour payer mes propres voitures et payer mes propres expériences. Payer ta passion, quoi. Payer ma passion, ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est cool. Et puis on roule en quelque sorte un peu gratuitement avec ces voitures-là. Quand t'achètes quelque chose de collection, et surtout les Youngtimers, c'est des trucs qui sont utilisables. Une voiture des années 70 ou 80, pour faire de la borne ou pour utiliser tous les jours, c'est un peu chiant, quoi. T'as pas forcément de bonne radio, les insonorisations sont pas forcément bonnes ou autres, ça peut consommer beaucoup d'essence. Les trucs des années 90, tu peux acheter quelque chose et rouler avec tous les jours. Ça va pas te coûter trop cher. Ça va pas perdre d'argent. Enfin, quand je vois des gens qui achètent maintenant des voitures neuves à 50, 60 000 euros et qui l'année après vaut 40 000, j'ai envie de dire, mais attends, achète autre chose. Achète un truc des années 90 ou 2000 qui a déjà perdu la plupart de sa cote, qui est fiable, qui roule très bien. Parce que techniquement, pour rouler à 130 sur l'autoroute, t'as pas vraiment besoin d'une M5 moderne ou d'autre chose. Donc, On en parlait un peu en off, justement, à notre sens, peut-être de l'aberration que c'est d'acheter une voiture neuve maintenant, parce que finalement, c'est de l'argent presque foutu en l'air, en fait. Moi, je trouve que c'est de l'argent un peu foutu en l'air, voilà, à part pour avoir un Apple CarPlay en plus ou autre. Et puis même, il y a des trucs qui sont moins bien foutus. J'ai conduit la dernière génération de Golf, la Golf 8. Tout est tactile. Mais c'est dangereux. Moi, je roule avec, je quitte les yeux de la route pendant 3-4 secondes pour régler la climatisation ou la ventilation. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir un putain de bouton, quoi. T'as un bouton, t'appuies sur clim, tu mets le chauffage, ou tu mets le refroidissement, ou 2 embuages, etc. Sur cette Golf 8, tout est tactile. Même les boutons sur le volant, tu sens pas vraiment quand tu cliques dessus. Si ça tombe en panne, faut tout changer. Je sais pas comment ça va marcher plus tard. Mais pour moi, on rajoute des choses pour que les gens achètent, mais on leur revend la même voiture. Une Golf 8, c'est la même chose qu'une Golf 7. La Golf 7, elle est sortie en 2011, 2012. Ça avait la même voiture pendant 8 ans, quoi. Donc, est-ce qu'on a besoin de plus? Non. T'as pas vraiment besoin de plus, techniquement. Je pense qu'on a une super conclusion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'avoir une 037. Et ben là, on a la conclusion parfaite, je crois. Là, on y est. En tout cas, Adrien, merci de m'avoir accueilli chez toi pour cet épisode. C'était vraiment trop bien. Et je pense que les gens vont se régaler à l'écouter. Bah, j'espère. Et puis, je suis sûr qu'on se reverra très vite. Avec plaisir. Salut Adrien. À bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Pat34980 qui écrit « J'ai découvert ce podcast grâce à Erwan. Ils sont forts ces petits Bretons. J'adore écouter et m'imaginer ces scènes racontées par les invités de Yann. Le ton est juste et les anecdotes croustillantes. On sent la passion déborder de toutes ces histoires de passionnés. Ça me replonge aussi dans mes rêves de gosse, quand mon père et mon grand-père me racontaient leurs histoires automobiles de jeunesse. Bref, un podcast à écouter sans modération, longue vie à Dans la boîte à gants, et un grand bravo pour ton travail, Yann. Bah écoute, Pat, merci beaucoup pour les petits Bretons surtout. Erwan, je te salue au passage. Écoute, effectivement, la passion, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tu peux pas mentir là-dessus. Et si ça peut vous emmener à chacun, à sa manière, repenser à vos souvenirs, vos anecdotes, vos histoires automobiles personnelles, eh ben, j'ai tout gagné. C'est vraiment le but de ce podcast, donc ça me touche beaucoup. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.